Nous voici de retour sur ce plateau pour recevoir notre invité ce matin, Dr Euseb Kakpo, spécialiste de la sécurité alimentaire et chargé de projet au niveau de l'ONG MAD. MAD, c'est l'ONG Monde Action Durable. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Avec vous, nous allons voir un peu le rôle des organisations de la société civile, notamment les ONG de la marche vers le développement du Bénin. Mais avant, deux mots sur votre organisation. Que fait justement l'ONG MAD depuis qu'elle existe au Bénin? Merci. Depuis 2018 ou 2019 officiellement, l'ONG Monde Action Durable travaille avec les communautés à la base pour implémenter des projets dans le cadre de la protection de l'environnement, de l'éducation, de l'autonomisation, que ce soit des domaines transversaux comme le genre, etc. On a plusieurs domaines dans lesquels vous intervenez. Alors, comment est-ce que vous y arrivez à être présent dans tous ces domaines-là à la fois? Effectivement, parce que nous ne sommes pas spécialistes de tout à la fois. Donc, il y a des départements dirigés par des sachants. Et par exemple, au niveau de la nutrition, tout ce qui est sécurité alimentaire, il y a un groupe qui coordonne toutes les activités dans ce domaine, affecté à cela. Et tout ce qui est environnement, protection de l'environnement, il y a un groupe qui est affecté à cela. Et puis après, le bureau exécutif coordonne l'ensemble de ces projets-là. Alors, vous étiez en Assemblée générale hier, mardi, pour clôturer l'année. Qu'est-ce qu'on retient de 2025? 2025, c'est productif, parce que nous avons eu des projets à l'interne, pilotés par nous-mêmes, et des projets subventionnés également. Mais nous avons essayé de sortir de notre zone d'intervention qui souvent se limite je parle d'Atlantique, littoral, parfois à Ouémé. Mais cette fois-ci, nous avons mis un peu pied dans le nord, et alors histoire de toucher un peu les couches plus loin à l'intérieur du pays. Donc, on a constaté également que 2025, c'est le relais des activités par les collaborateurs qui ont pris un peu d'années avec nous, à qui on a laissé un peu la place pour voir comment est-ce que ces collaborateurs-là peuvent gérer. Et à la fin, nous avons un bilan positif avec quelques améliorations que nous avons faites. Avant de parler du bilan, quelles sont les localités dans lesquelles vous êtes intervenu en 2025 qui sont hors champ de vos cités habituelles? La localité qui a été notre localité phare, qui n'était pas du tout en vue au début de l'année, que nous avions jugé utile cette année, c'est Pira, à Pira notamment dans les collines, Bantel plutôt. Oui. Ça, on a essayé de mobiliser un peu les artisans de cette localité-là et d'apporter la nouvelle que nous avons souvent, histoire de pouvoir les autonomiser. Et à part cette zone-là, nous avons essayé de travailler un peu à commun. Tout était prêt, mais on a dû reporter cette activité pour l'année prochaine, histoire de mieux organiser cela. On a essayé également de travailler à Kétou, parce que c'est des localités qui ne sont pas souvent. Nous, on est basé à Bomé-Calavi, ce qui fait qu'on a plus de facilité à faire les projets à Bomé-Calavi, Cotonou et autres. Mais les besoins communautaires ne se limitent pas qu'à Bomé-Calavi. Vous étiez aussi à Boycon? Oui, effectivement. Oui, éco-jogging, on était à Boycon. C'est vrai que il y a 2 années de cela, on a déjà travaillé à Boycon. Donc, c'est ça, je ne peux pas évoquer ça. On avait fait éco-jogging et c'était un projet qui visait vraiment à sensibiliser sur la gestion de la communauté, la salubrité, l'hygiène, etc., les déchets et autres. Et quel bilan, quel est le projet le plus marquant cette année à votre sens? Nous pensons qu'il y a un projet qui s'est continué, qui a eu du temps de continuer dans le temps. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on a fait un projet dénommé Un artisan, une vie réussie. Et ce projet visait donc à sensibiliser ou à former les artisans, tous ceux qui sont dirigeants, artisans, etc., responsables. Les patrons d'entreprise. Oui. En éducation numérique, en entrepreneuriat et en finances personnelles. Mais après ce projet, on a constaté un engouement au-delà de la commune d'Abomey-Calavi, des sollicitations, des ex-patrons avec qui on avait travaillé de par le passé. Et ce projet vraiment a eu une envergure de pouvoir porter l'information. Vraiment, les gens savaient, c'est pas que les gens ne savent pas gérer l'argent. Mais au-delà du fait que nous faisons notre gestion quotidienne que nous avions eue de façon traditionnelle, quelles sont les portes, les ouvertures que nous avons au niveau national, les institutions vers lesquelles nous devons aller, comment est-ce que nous devons gérer réellement tout ça. Ce n'étaient pas des informations qui étaient accessibles, notamment au niveau des communautés locales, où nous, notre particularité, c'est d'aller dans la langue locale. Même quand on va à Banter, on a un interlocuteur ou un traducteur qui nous a beaucoup aidé. Et ce projet, je pense que ça a véritablement porté. Alors, les organisations comme la vôtre sont appelées quand même à jouer un rôle important pour accompagner
les gouvernements dans leur politique de développement. Mais on a un contexte de plus en plus difficile de mobilisation des ressources, tant au plan national qu'international, à cause d'un certain nombre de phénomènes, la cybercriminalité, les escroqueries via Internet, qui ont fait que les gens commencent à se méfier beaucoup des ONG, et puis aussi la bonne gestion des aides proposées qui n'a toujours pas été au rendez-vous. Mais alors, pour les ressources, comment vous mobilisez? Comment vous y arrivez? Ben, nous, l'ONG date depuis déjà 7 ans. Et depuis 7 ans, on n'a jamais attendu déjà avoir un financement avant de commencer. Cela dénote donc d'une volonté des membres de l'ONG donc, à pouvoir faire des activités. Et cette confiance est un facteur positif auprès des bailleurs. Parce qu'on regarde forcément vos antécédents, vos capacités cognitives ou intellectuelles et organisationnelles à pouvoir conduire un projet, vos antécédents en matière de réalisation de projets, etc. Sinon que si vous naissez aujourd'hui en tant qu'organisation, le contexte est assez difficile. Il faut donc être logé, il faut donc avoir des références, il faut donc être situé, il faut avoir des appuis institutionnels, il faut donc vraiment... Mais effectivement, dès que vous naissez aujourd'hui, vous devez donc avoir soit un antécédent professionnel, personnel, assez éloquent, assez élogieux, pour donc déposer des projets où, si on ne regarde pas votre organisation, mais on regarde votre personnalité et on peut vous faire confiance. Donc, nous, on se débrouille déjà à partir de nos fonds personnels, parce que notre idée première, ce n'était pas forcément des financements. Et c'est d'ailleurs à partir de cela que lorsque nous avons commencé par mobiliser des financements auprès des bailleurs ou des particuliers, on a eu des facilités, même si aujourd'hui il y a tellement d'organisations que si vous allez sur des terrains, vous êtes assez concurrencé, ce qui fait qu'on essaie donc de rester plus ou moins meilleur dans notre domaine pour essayer de taper à des portes où nous savons que nous pouvons arriver à être. D'ailleurs, je pourrais dire donc que les bailleurs regardent un peu les ONG et de faciliter un peu les critères d'accès au financement. Il y a une nouvelle loi votée par le Parlement qui rend un peu compliqué la vie aux ONG et autres associations. Les responsables de ces organisations crient depuis lors que c'est rendu public. Comment est-ce que MAD compte s'en sortir? MAD avait pour priorité de faire de cette thèse un élément important à ne pas négliger. La transition, pour nous, à chaque fois que les informations sortent, on essaie de se mettre à jour. Si nous ne sommes pas spécialistes d'un certain nombre de tests, on essaie de trouver donc ceux qui sont spécialistes de ces tests-là pour nous dire, voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, et on se répartit les tâches pour pouvoir essayer de trouver quels sont les paperasses, etc. Il est vrai que faire une transition brutale en cours d'année, c'est compliqué parce que vous avez un plan d'action que vous devez suivre. Et si cela nécessite des ressources humaines, de compétences que vous n'en avez pas, vous êtes obligé de les avoir. Avoir une ressource humaine, c'est de financement parce que la personne doit rester avec vous, etc. Refaire des tests suppose donc un réaménagement technique au niveau du bureau exécutif pour tout cela. Donc, on essaie de faire les petits pas parce que le gouvernement nous a donné un délai. Ce n'est pas du coup. Donc, on essaie d'y arriver. Alors, l'autre défi, c'est le volontariat. Les jeunes, ils veulent de l'argent tout de suite, ils veulent un boulot, c'est normal. Les besoins, les pressions, etc., sociales et familiales sont là, qui leur rendent la vie un peu difficile. Mais vous avez toujours des jeunes à vos côtés. Comment vous faites? Vous les payez? Non, en fait, il faut permettre aux jeunes, de façon générale, de s'épanouir. De ne pas être cloisonnés dans votre environnement, mais que quand les jeunes travaillent avec nous, on les aide encore à trouver des opportunités ailleurs. C'est comme si nous sommes une passerelle. Nous sommes une organisation qui aide les jeunes à se professionnaliser. Donc, nous facilitons donc l'accès à l'emploi, la transition. Donc, on ne reste pas forcément. Dès qu'ils viennent, ils trouvent un environnement. Vraiment, il y a du sérieux, il y a de la rigueur, mais il y a de l'ambiance. Il y a de la flexibilité dans les activités. Et on discute avec les jeunes, on essaie de voir leur domaine de spécialisation pour ne pas les mettre dans tout. Et comme cela incite d'autres jeunes à dire, ah tiens, voilà une organisation qui tient compte réellement de nos profils, qui nous aide à nous avancer dans ce que nous voulons faire. Et nous, si on n'est pas en mesure d'accompagner un jeune, dès qu'il vient pour nous dire, ah, je veux accéder, je veux être stagiaire, c'est cela, on dit non, ton profil ne coordonne pas actuellement à nos différentes activités, nous pouvons te trouver tel partenaire. Voilà. Donc, ce tri déjà fait qu'il y a des jeunes qui s'en vont, il y a des jeunes qui restent. Voilà. Et il y a aussi la difficulté à collaborer avec les autorités locales. C'est facile pour vous? Ça dépend du niveau de sollicitation des autorités locales et ça dépend du projet, de l'intérêt de l'autorité locale.
Donc, vous comprenez donc que si nous avons un projet, souvent nous avons des projets qui devront démarrer à certaines dates, mais si vous voulez collaborer avec les autorités locales, vous devez prendre le... Et là, c'est compliqué. Et donc, ce qui fait que nous, on a déjà pris le prix un peu plus tôt. C'est vrai que ça a tardé, mais un peu plus tôt quand même. On fait nos rapports, on dépose au niveau des autorités locales pour montrer que nous sommes en train de faire des activités sur le terrain. On a demandé des partenariats avec les autorités locales pour qu'elles sachent réellement que cette organisation existe et travaille dans telle communauté. Ce qui nous facilite après l'accès aux autorités pour leur expliquer un certain nombre d'activités. C'est vrai, leur soutien est réparti à plusieurs endroits. Vous ne pouvez pas demander forcément et avoir immédiatement surtout le financement. Mais ce qui est sûr, lorsque vous avez des initiatives, elles se répartissent pour pouvoir vous soutenir. Donc, nous, on essaie d'être visible, présent, rendre des comptes pour que lorsque vous sollicitez, eux-mêmes d'ailleurs, dès qu'ils voient des projets qui sont dans le cadre de la protection de l'environnement, par exemple, ils se disent, ah, tiens, quelles sont les ONG avec lesquelles nous sommes en partenariat direct, ils regardent, ils disent, ah, l'ONG MAD intervient à Calavi, on nous appelle pour dire telle chose, ouais. Puisque au départ, on a déjà commencé par les informer de notre existence sur le terrain. Pour l'année prochaine, vous comptez faire quoi? Continuer par travailler, mais essayer de mobiliser plus de partenariats locaux, parce que l'expérience avec Trump nous a montré qu'on doit commencer par compter sur... Il ne faut pas rêver longtemps. Il ne faut pas rêver longtemps, il ne faut pas toujours taper les portes à l'extérieur. Mais on peut trouver des projets qui, à la fois, contribuent au développement local, qui, à la fois, également, permettent à des institutions qui n'ont pas la facilité d'aller sur le terrain de s'appesantir sur nous et de pouvoir donc avoir accès à ces communautés à la base. Donc, on n'est pas que passerelle, mais on est comme si on est là pour joindre deux bouts. Et donc, nous visons l'année prochaine surtout à continuer nos projets, que ce soit dans l'initiative de résilience climat, que ce soit projet en nutrition, que ce soit projet en éducation, trouver des partenaires locaux. Bien vrai, on va taper aux portes internationales, mais partir de cette base-là pour voir ce que nous allons concrétiser réellement. Vous êtes une organisation avec beaucoup de compétences intellectuelles. Vous n'allez faire que dans le bénévolat. Est-ce que vous ne proposez pas aussi des services intellectuels, le temps de trouver des financements à mettre à la disposition de l'organisation aussi? Oui, les services intellectuels, c'est vrai que ce n'est pas directement... Déjà, quand nous sommes dans l'organisation, tout ce que nous faisons, c'est de l'intellectualisme, parce que nous réfléchissons, nous travaillons, etc. Mais souvent, c'est plus à des sollicitations d'autres organisations qui souhaiteraient avoir nos compétences pour améliorer un certain nombre de projets ou autres. Ça on le fait. Ce n'est pas forcément visible, ce n'est pas des éléments sur lesquels nous communiquons, parce que parfois, autant que nous sommes dans l'organisation, chacun a son domaine de spécialisation. Et ceux qui nous contactent de façon officielle, l'organisation les accompagne de façon officielle à pouvoir donc implémenter. Par ailleurs, nous faisons des formations mensuelles sur un certain nombre de thématiques qui renforcent les compétences, que ce soit les compétences professionnelles, scientifiques et autres. Nous le faisons. Nous le faisons pour pouvoir donc permettre à ceux qui ont appris la théorie, mais qui ne savent pas comment pratiquement on exerce la théorie, à pouvoir donc voir comment est-ce que cela se passe de façon scientifique. Docteur Euseb Karpo, merci. Merci. Très bonne journée. Merci. Docteur Euseb Karpo, spécialiste de la sécurité alimentaire et chargé de projet au niveau de l'ONG Monde Action Durable. Allez, mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps d'installer les débatteurs.